Voilà, dans cette diapo qui a été déjà traitée dans la diapo précédente, donc la vidéo précédente, j'ai parlé de la médiane en vous disant que la médiane correspond tout simplement à 50%. 50%, c'est-à-dire on cherche la valeur des observations qui partagent le paquet en deux parties de même pourcentage, 50% à gauche, 50% à droite. Et vous avez ici la méthode comment calculer, sur un exemple, comment calculer la médiane. Maintenant, il y a un autre paramètre de position qui est la moyenne arithmétique. Donc vous avez soit que la série observée, que la série que vous êtes en train d'étudier est une série brute, c'est-à-dire vous avez les observations x1, x2, xn. Pour calculer la moyenne arithmétique, il suffit tout simplement de noter x bar, qui correspond à la moyenne, qui est égal à 1 sur n. N, c'est le nombre d'observations totales, la somme de toutes les observations. Donc ça, on écrit tout simplement 1 sur n, sigma xi, pour i allant de 1 à n. Par contre, il arrive souvent qu'on travaille sur un tableau statistique. C'est-à-dire la série statistique est groupée, dans laquelle vous avez un tableau dans lequel vous avez la première colonne sur laquelle se trouvent les valeurs observées x1, x2, xi, xk. Donc ça, la deuxième colonne, c'est N1, N2, Ni, Nk, c'est-à-dire tout simplement, il y a des valeurs qui sont répétées. Et la troisième colonne correspond à la fréquence. Et la fréquence, on a déjà dit que la fréquence de la ième observation, ou de la ième valeur, c'est tout simplement le nombre de fois où cette valeur a été observée divisé par le nombre total. Maintenant, pour calculer la moyenne arithmétique dans ce cas-là, c'est-à-dire pour la série groupée, il suffit d'écrire x bar 1 sur n. Toujours, il faut diviser par le nombre total. Sigma, donc ici vous avez xi, c'est la valeur observée, multiplié par le nombre de fois où cette valeur a été observée. Et vous faites la somme de 1 jusqu'à k. Donc c'est-à-dire n1 fois x1 plus n2 fois x2 plus ni fois xi plus nk fois xk divisé par n. Ça, c'est la deuxième formule dans la série groupée. La troisième formule, c'est tout simplement lorsque vous faites entrer le n à l'intérieur, ça va vous donner ni sur n, et on sait très bien que ni sur n, ce n'est rien d'autre que fi, c'est-à-dire la fréquence. Donc on peut écrire tout simplement que la moyenne arithmétique est égale à sigma de i variant de 1 à k, fi fois xi. Voilà, donc ça c'est un paramètre de position. Pour la moyenne arithmétique, donc là c'est une manière générale, vous avez tout simplement le tableau dans lequel, dans le cas, si je veux étudier la moyenne arithmétique ou calculer la moyenne arithmétique dans le cas d'une série ou d'un caractère continu, et on sait très bien qu'un caractère continu, vous avez des classes, c'est-à-dire ici dans la première colonne vous avez des classes. La deuxième colonne, c'est l'effectif, puis les fréquences. Après, il faut utiliser, parce que normalement, quand on aimerait bien calculer la moyenne, il faut travailler avec des valeurs numériques qui représentent les classes. Donc, pour la première classe, on va prendre le centre de cette classe. Et le centre de la première classe, ce n'est rien d'autre que E1, c'est-à-dire la première valeur de l'intervalle, plus la deuxième valeur de l'intervalle, c'est-à-dire les deux extrémités, divisé par 2. Ça va vous donner le centre de la première classe. Pour le centre de la deuxième classe, il suffit de faire le même, c'est-à-dire la somme des deux extrémités divisée par 2. Et pour la dernière classe, la somme des extrémités est divisée par 2. Donc si je veux calculer la moyenne arithmétique dans le cas d'un caractère continu, c'est la même chose que dans le cas discret. Donc c'est x bar égale 1 sur 1, sigma i xi. Ou xi ici, c'est tout simplement le centre de la ième classe. Si je fais entrer le n à l'intérieur, ça me donne la fréquence. Voilà, donc ça c'est pour le cas continu. Ici, vous avez tout simplement deux représentations graphiques pour mettre en évidence quelle est la signification de la moyenne. Donc ici, si vous regardez cette série d'observations, la moyenne arithmétique, c'est tout simplement 0. Et là, vous avez la moyenne arithmétique qui est égale à 4. Maintenant, on va prendre tout simplement un exemple très simple parce qu'il arrive parfois où on peut travailler avec plusieurs populations pour lesquelles on va calculer la moyenne de chacune
Et la question, c'est de calculer ou de retrouver la moyenne globale. Donc là, je vais me contenter tout simplement d'un exemple. Prenons 2 populations, ça va être la même chose si je prends 3 ou 4 populations. Donc regardez ici à gauche, vous avez une population que je note P1. Cette population, il contient N1 individus ou N1 observations. La moyenne déjà calculée sur cette population, ça me donne X1 bar. Je prends une deuxième population P2 qui contient un nombre d'observations N2 ou d'individus et la moyenne c'est X bar 2. Maintenant, comment retrouver? Donc si je regroupe les deux populations P1 et P2, ça va me donner une population globale notée P. Et l'effectif global, ça va être tout simplement N qui est égal à N1, c'est-à-dire l'effectif de la première population plus l'effectif de la deuxième population. Alors la moyenne globale, c'est ce que je note X bar bar. Comment trouver ça à partir de X1 bar et X2 bar? Il suffit tout simplement d'écrire que la moyenne de la population globale X bar, c'est X1 bar, c'est-à-dire la moyenne arithmétique de la première population multipliée par son effectif qui est N1, plus la moyenne arithmétique de la deuxième population multipliée par son effectif N2 et le taux divisé par N. Donc d'une manière générale, on peut dire que la moyenne globale, c'est la moyenne des moyennes. Voilà, si je prends 3 populations, ça va être la même chose, 4 populations, ça va être la même chose. Il suffit tout simplement de généraliser cet exemple pour 2, 3 ou même plus. Maintenant, une fois qu'on a terminé avec les paramètres de tendance centrale, vous avez quelques propriétés à utiliser. Donc là, on va vous donner tout simplement, on va schématiser ça. Au lieu de vous donner des formules mathématiques beaucoup plus complexes, supposons que vous avez des observations au départ, que ces observations, on les note x1, x2, xn, donc je note tout simplement, ce sont les observations en x. Et là, vous avez P de x, c'est-à-dire, je peux calculer les paramètres suivants, qui sont la moyenne, la médiane et le mode. Alors, donc ça, c'est facile à calculer à partir du x1, x2, xn. Maintenant, supposons qu'au lieu de travailler avec ces observations, je peux les transformer à l'aide d'une multiplication, c'est-à-dire en multipliant chaque observation par une constante a. C'est ce que je note tout simplement y égale à x, c'est-à-dire si je prends x1, x2, xn, je peux calculer ax1, ax2, axn. Comment calculer le paramètre la moyenne, la médiane et le mode à partir de cette transformation mathématique? Alors c'est très simple, on peut le démontrer, mais là ici on vous donne tout simplement la formule. On peut dire que les paramètres en y, c'est tout simplement la constante a multipliée par le paramètre en x. Donc si je cherche la moyenne en x, pour avoir la moyenne en y, il suffit de multiplier par a. Si je cherche la médiane en x, la médiane en y sera celle de x multiplié par a, et le mode calculé en x sera le mode pour y multiplié par a. Donc ça c'est très simple. Maintenant, au lieu de multiplier, on peut multiplier les valeurs de x par a et ajouter une constante b. Comment trouver les constantes moyenne, médiane et mode? Donc c'est tout simplement les paramètres lorsque je fais une telle observation, une telle transformation ax plus b, ça va être le paramètre calculé en x multiplié par a plus b. Voilà d'une manière très générale et très simple comment trouver les paramètres lorsque je transforme les observations de départ, soit par multiplication par une constante a, soit en ajoutant une constante petit b. Maintenant, il y a d'autres moyennes qu'on peut utiliser dans le cadre de la statistique descriptive, bien sûr. C'est la moyenne géométrique et la moyenne harmonique. J'espère qu'en TD, on va vous donner des exemples très simples pour que vous puissiez utiliser la moyenne géométrique et harmonique. Donc ici, la moyenne géométrique, donc là, supposons que j'ai x1, x2, xk, des observations, des valeurs numériques observées,
que x1 a été observé n1 fois, que x2 a été observé n2 fois et xk a été observé nk fois. C'est-à-dire ici, ce sont les effectifs. Maintenant, premièrement, pour calculer la moyenne géométrique, il faut que les quantités soient positives, parce qu'on prend la racine carrée. Alors, pour calculer la moyenne géométrique ici pour x1, x2, xn, il suffit de prendre la racine nième de x1 à la puissance n1 fois x2 à la puissance n2 fois xk à la puissance nk. Il y a une autre moyenne qui est aussi très utilisée dans la pratique, c'est la moyenne harmonique. Cette moyenne harmonique, c'est l'effectif total divisé par la somme des NI multiplié par l'inverse des observations. Voilà tout simplement comment on peut définir les moyennes géométriques et les moyennes arithmétiques. Maintenant, une fois qu'on a terminé avec les paramètres de position, on peut parler des paramètres de position, on va parler d'autres paramètres de position qui sont les quantiles. D'une façon générale, qu'est-ce que c'est qu'un quantile? On appelle les fractiles ou les quantiles d'ordre k. C'est tout simplement les k moins une valeur qui divise les observations en k parties d'effectifs égaux, c'est-à-dire vous prenez tout simplement les observations qui sont classées par ordre croissant et à commencer à subdiviser. Donc si je veux tout simplement les quantiles, donc il faut faire une subdivision de telle sorte à avoir k segments, c'est-à-dire et chacun bien sûr contient le nombre d'effectifs que les autres. Pour être beaucoup plus simple et plus clair, on va utiliser tout simplement les quartiles, les déciles et les centiles, ou les percentiles. Donc, parmi les paramètres, le quantile le plus simple à calculer, c'est la médiane qui a été déjà calculée. Et la médiane, comme je l'avais dit, c'est une valeur observée qui divise le nombre d'observations en deux parties égales, c'est-à-dire 50% à gauche et 50% à droite. Maintenant, il y a les quartiles. Donc, les quartiles, c'est-à-dire vous avez 4 régions. Et pour avoir 4 régions, il suffit tout simplement d'avoir 3 valeurs. Donc, il y a le Q1, ce qu'on note par Q1, c'est le premier quartile. Le Q2, c'est le deuxième quartile. Et le Q3, c'est le troisième quartile. Alors, quelle est la signification du premier quartile? Q1. Donc le premier quartile Q1, c'est tout simplement, c'est une valeur observée pour laquelle on a 25% des observations qui sont inférieures ou égales à Q1 et on a 75% des observations qui sont supérieures ou égales à cette valeur. Pour le Q2, le deuxième quartile, ce n'est rien d'autre que la médiane parce que le deuxième quartile, c'est la valeur qui partage le paquet en deux. C'est-à-dire vous avez 50% des observations qui sont inférieures ou égales à Q2 et 50% des observations qui sont supérieures ou égales à Q2. Donc ça, le deuxième quartile, c'est la médiane. Le troisième quartile, c'est tout simplement une valeur qui divise le paquet des observations en deux, de telle sorte que vous avez 75% des observations qui sont inférieures ou égales à Q3 et seulement 25% des observations qui sont supérieures ou égales à Q3. Et si vous regardez, vous avez tout simplement 4 segments, et il y a 3 valeurs. Les déciles, donc déciles, ça veut dire, c'est 10, donc là, il faut diviser par 10. Donc D1, D2, D3, D9, donc D1, c'est-à-dire vous avez, c'est la quantité pour laquelle vous avez 10% des observations qui sont inférieures à cette valeur et 90% supérieures. D2, c'est 20%, 80%. D9, c'est 90% qui sont inférieurs ou égales à cette valeur et seulement 10% qui sont supérieurs ou égales à cette valeur. On peut aller plus loin en prenant les centiles, c'est-à-dire lorsqu'on fait une division par 100. Donc vous avez C1, le premier centile, c'est-à-dire vous avez seulement 1% des observations qui sont inférieures ou égales à C1. C2, il y a seulement 2 observations qui sont inférieures ou égales à cette valeur. Et C99, c'est-à-dire vous avez 99 des observations qui sont inférieures à C99. Il y a seulement une observation qui est supérieure ou égale à 1%, c'est-à-dire 1%
j'ai C1, c'est 1%, C2, c'est 2%, C99, c'est 99%. Voilà, c'est ce qu'on appelle tout simplement les centiles. Maintenant, vous avez tout simplement la méthode pour trouver ces quantités. Donc là, on a déjà donné précédemment la méthode comment trouver la médiane. Et pour calculer, donc c'est-à-dire le Q1 et le Q3, ça va être de la même façon que le calcul ou l'approche mathématique pour calculer la médiane. Pour les déciles, ça va être la même façon. Pour les percentiles ou les centiles, ça va être la même manière. Soit de travailler sur le tableau que vous avez, soit de travailler sur des représentations graphiques. Donc là, vous voyez, donc ce qui est là, c'est tout simplement la représentation graphique. C'est la courbe cumulative dans le cas d'une variable statistique ou un caractère discret. Et là, vous avez la courbe cumulative pour une variable statistique ou bien un caractère qui est continu, c'est-à-dire lorsqu'on travaille avec des classes. Maintenant, une fois qu'on a parlé des paramètres de position, on peut parler d'autres paramètres qui sont les paramètres de dispersion, c'est-à-dire on essaie de voir comment les valeurs observées, comment ils sont distribués ou bien comment ils sont dispersés autour d'une certaine valeur. Donc ici, on va se contenter tout simplement de la dispersion autour de la moyenne. Premièrement, il y a un paramètre de dispersion qui est très simple, c'est le E, c'est ce qu'on appelle l'étendue. L'étendue, c'est tout simplement la valeur maximale observée moins la valeur minimale observée. Après, il y a l'intervalle interquartile, ou bien parfois on peut l'appeler l'écart interquartile. Donc, cet intervalle ou écart interquartile, c'est Q3 moins Q1. Donc, si vous regardez, si je prends le segment Q1, Q3, parce que là, c'est tout simplement la longueur du segment Q1, Q3, on peut dire que dans cet intervalle Q1, Q3, on a 50% des observations. Pourquoi? Parce que si vous regardez l'intervalle Q1, Q3, vous avez à gauche de Q1 25% des observations et à droite de Q3 vous avez 25% des observations. Donc il va vous rester tout simplement 50% des observations qui sont à l'intérieur du segment Q1, Q3. Donc voilà, donc ça c'est l'écart interquartile. Maintenant, après, il y a un autre paramètre, c'est la variance. Pour calculer la variance, donc là, on a distingué deux formules. Comment on vous donne la formule pour calculer la variance dans le cas d'une série brute et comment calculer la variance dans le cas d'une série groupée, c'est-à-dire qu'on a des classes. Alors, si vous travaillez des groupés ou bien avec des classes, c'est-à-dire dans le cas discret et dans le cas continu, donc si je cherche la variance, je note tout simplement par V comme variance, ou bien je peux le noter S au carré. Donc ça, c'est 1 sur n, sigma de i allant de 1 à n, xi moins la moyenne arithmétique au carré. Donc ça, c'est la formule de la variance. Maintenant, si je travaille dans le cas groupé, c'est-à-dire je travaille avec un tableau dans lequel j'ai les valeurs observées xi et j'ai l'effectif ni. Donc, pour calculer la variance, c'est 1 sur n sigma ni xi moins x bar au carré. Ça, c'est la variance dans le cas groupé. Si je travaille dans le cas discret, vous avez tout simplement les valeurs isolées x1, x2, xn. Si je travaille dans le cas continu, xi, ce n'est rien d'autre que le centre de chaque classe, c'est-à-dire c'est la même chose que le calcul de la moyenne. Maintenant, si je fais entrer le n à l'intérieur, ça me donne fi, la fréquence associée à chaque valeur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la variance. Maintenant, on peut montrer rapidement et simplement, c'est-à-dire en faisant tout simplement le développement, en développant le carré qui est là, on peut trouver, ou bien on peut montrer que la variance est égale à 1 sur n, ni xi au carré. Donc là, c'est tout simplement xi qui est au carré,
moins la moyenne arithmétique au carré. Donc c'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Donc ça c'est un paramètre de dispersion. Donc voilà, il faut faire très attention parce que lorsqu'on calcule la variance, l'unité de mesure c'est le carré. Donc là je reviens pour donner un exemple très simple. Supposons que vous êtes en train de mesurer la longueur des individus, mais la longueur, c'est-à-dire l'unité de mesure que vous utilisez, est le centimètre. Donc la moyenne arithmétique va être des centimètres, mais lorsqu'on calcule la variance, l'unité de mesure de la variance, ça va être centimètre au carré. Donc maintenant, pour se ramener à la même unité de mesure que les valeurs observées, c'est-à-dire centimètres, il suffit de prendre la racine carrée de la variance. Et lorsque je prends la racine carrée de la variance, bien sûr avec un signe plus, je récupère une quantité qui sera appelée, ou bien qui est appelée l'écart type. Donc d'une manière générale, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, ou bien c'est parfois on l'appelle l'erreur standard. Maintenant, voilà deux représentations graphiques. Pour la première, donc là vous avez une représentation graphique avec la variance est égale à 1 et l'autre avec la variance 0 est égale, la variance est égale à 0,5. Donc là vous voyez qu'il y a une sorte de différence, c'est-à-dire la variance égale 1 c'est plus grand que 0,5 et là vous voyez que le graphique est beaucoup plus large, donc c'est-à-dire plus large, et là c'est-à-dire le graphique il est beaucoup plus pointu. Donc, quelle est la signification de ça? C'est-à-dire quand je travaille avec des observations et je trace, je fais une représentation graphique des valeurs observées, c'est-à-dire si la variance est petite, donc c'est-à-dire la courbe a l'allure d'être pointue, c'est-à-dire trop la base est trop serrée. Par contre, si la variance est grande, ça veut dire que la base est large. Voilà, ça peut nous donner une idée générale visuelle, une explication visuelle sur la variance. Maintenant, je reviens sur la formule que j'avais donnée tout à l'heure concernant la moyenne que je peux exploiter pour la variance. Donc, je prends tout simplement deux populations, on peut prendre 3, 4, etc. Le calcul va être le même. Donc, je prends une population P1 qui contient NA, l'effectif N1 observation, donc je peux calculer la moyenne des observations de P1, je peux calculer la variance des observations de P1. Je fais la même chose pour P2 avec N2, X bar 2 et V2. La question, donc maintenant je regroupe les deux populations en une seule population P. L'effectif total, ça va être l'effectif de la première population plus l'effectif de la deuxième. Je peux calculer la moyenne de la population globale, c'est ce que j'avais donné tout à l'heure. La question qui se pose, comment calculer la variance? Alors, pour calculer la variance pour la population globale, ça va être 1 sur n sigma ni vi plus 1 sur ni xi bar, x bar bar au carré. Donc ça veut dire que la variance globale, c'est la moyenne des variances, c'est le premier terme, plus la variance des moyennes. Donc ça, on peut montrer rapidement cette expression. Et on peut généraliser ça à plusieurs populations. Donc ça, c'est une démarche qui est mathématique. Ça nous permettra de trouver rapidement la variance lorsqu'on travaille avec plusieurs populations. Maintenant, je fais la même chose lorsque je fais des transformations des observations de départ, soit en les multipliant par une constante, soit en les multipliant par une constante et en ajoutant une autre. Maintenant, si je prends des observations en x, c'est-à-dire j'ai x1, x2, xn, je peux calculer comme paramètre l'étendue, l'écart type, l'interquartile. Alors maintenant, au lieu, je fais une sorte de transformation des valeurs de départ en les multipliant par une constante a. Alors comment déterminer l'étendue, l'écart type et l'intervalle interquartile dans ce cas-là? Donc tout simplement, pour trouver les paramètres déjà cités, il suffit de prendre le paramètre déjà calculé pour les observations x et de le multiplier par la constante a.
Si maintenant je prends et je multiplie les valeurs de départ par A et j'ajoute une constante, pour calculer le paramètre, c'est-à-dire lorsque en Z, c'est-à-dire après transformation par multiplication et par addition, c'est tout simplement le paramètre calculé en X multiplié par A, ça veut dire que le B va disparaître. Donc quelle est la signification de ça? C'est-à-dire ajouter B quand on a un paramètre de dispersion, c'est-à-dire on essaie de regarder les valeurs observées autour d'une valeur centrale qui nous intéresse. Quand j'ajoute une constante, c'est tout simplement j'ai fait un déplacement, une translation à droite si le B est positif, translation à gauche si le B est négatif. Donc la dispersion va rester la même autour de la valeur centrale qui m'intéresse en déplaçant tout simplement le nuage des valeurs observées autour de la valeur centrale. C'est la raison pour laquelle le B va disparaître. Maintenant, propriété importante de la moyenne et de la variance, c'est-à-dire il arrive parfois, on a des observations x1, x2, xn, mais au lieu de travailler avec x1, x2, xn, on aimerait bien travailler avec des valeurs transformées. C'est-à-dire, je multiplie chaque valeur observée par une constante et j'ajoute une constante b. Donc, pour les valeurs x1, x2, xn, je peux calculer la moyenne. Alors, comment je peux calculer la moyenne de y? Donc, à ce moment-là, vous avez la moyenne des valeurs en y bar, c'est tout simplement la constante a multipliée par la moyenne des valeurs en x plus b. Par contre, pour la variance, ça va être tout simplement a au carré multiplié par la variance de x, c'est-à-dire le b va disparaître. Si je veux l'écart type, il suffit de prendre la racine carrée de tout ça. La racine carrée de a au carré, c'est la valeur absolue de a, et la racine carrée de v de x, c'est l'écart type. Maintenant, parfois aussi, au lieu d'avoir tout simplement une série d'observations, on peut avoir deux séries d'observations ou bien plusieurs séries d'observations. Donc, supposons que vous avez des observations en x qui sont x1, x2, xn, et vous avez des observations en y qui sont y1, y2, yn. Et on aimerait bien transformer ça sous la forme de zi égale xi plus yi. Donc, on fait la somme des deux séries observées. Comment calculer la moyenne de z? Donc la moyenne de z, c'est tout simplement la moyenne de x plus la moyenne de y. Et là, il faut faire très attention. La variance de z est différente de la variance de x plus la variance de y. Donc, c'est-à-dire, si on essaye de donner la formule exacte, je vais vous la donner oralement et on aura l'occasion de parler de ça dans la partie qui va venir juste après, c'est-à-dire lorsque je vais parler de la relation entre deux caractères ou bien deux variables statistiques. Maintenant, si je veux donner ça, c'est-à-dire je peux écrire que la variance de z est égale à la variance de x plus la variance de y plus 2 fois une certaine quantité ici. Et cette quantité que je vais ajouter multipliée par 2, ce n'est rien d'autre que la covariance entre x et y. C'est-à-dire, c'est une sorte, c'est un coefficient qui va mesurer l'interaction ou bien la relation entre les deux variables statistiques. Maintenant, une fois qu'on a terminé ça, maintenant on revient vers d'autres paramètres, c'est ce qu'on appelle les paramètres de forme. Donc jusqu'à présent, j'ai parlé des paramètres de position, je parlais des paramètres de dispersion, et là je parle de paramètres de forme. Qu'est-ce que ça veut dire de forme? Ça veut dire que quand on fait une représentation graphique de certaines valeurs observées, c'est ce qu'on appelle la distribution des valeurs observées ou de la série statistique, on peut constater que soit que la représentation graphique est symétrique, c'est-à-dire l'allure d'une courbe symétrique, c'est-à-dire il peut posséder un axe de symétrie, ou bien cette représentation graphique ne possède pas un axe de symétrie. Donc ça peut être comme ça, c'est-à-dire avec ça, on peut dire qu'il y a une bosse à gauche. Je peux faire la même chose avec une bosse à droite. Donc ça, c'est ce qu'on appellera, il y a la symétrie, il y a l'asymétrie, ou bien la courbe n'est pas symétrique.
Et pourquoi on fait ça? Parce que quand on fait l'étude statistique, on essaie toujours de comparer les résultats obtenus à un certain résultat qui est connu, c'est la loi normale. On aura l'occasion de parler de la loi normale, et on sait très bien que la loi normale, c'est une loi qui possède une représentation graphique qui a la forme d'une cloche. Donc une cloche, ça veut dire possède une bosse avec un axe de symétrie. Alors, maintenant, ici, mais normalement, ça c'est le côté mathématique, c'est-à-dire on peut représenter mathématiquement la fonction qui bien sûr caractérise la loi normale, mais ici on travaille avec des valeurs observées, donc on a soit tout simplement une représentation graphique, un diagramme en bâton si je travaille avec un caractère discret, je peux avoir un histogramme si je travaille avec un caractère continu. Maintenant, pour la formule, c'est-à-dire dans le cas symétrique, la symétrie parfaite, c'est-à-dire si on essaie d'avoir une symétrie parfaite de la représentation graphique ou bien de la distribution statistique des observations que nous possédons ou bien que nous sommes en train de calculer, il faut avoir une égalité, c'est-à-dire que la médiane, ce que j'ai noté tout à l'heure par M, ici je note par ME, médiane, doit être égale à la moyenne arithmétique, doit être égale au mode. Donc si on a les trois paramètres qui sont égaux, on peut dire que la distribution statistique est symétrique. Maintenant, pour caractériser cette symétrie, on doit utiliser tout simplement quelques coefficients. Je vous donne tout simplement ici deux coefficients. Le premier coefficient, ça correspond au coefficient de Pearson, et un deuxième coefficient qui correspond à Joule. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Pearson? C'est un statisticien, les deux ce sont des statisticiens. Il dit voilà, je vais tout simplement calculer la moyenne arithmétique moins la médiane divisée par l'écart type des valeurs observées. Donc tout à l'heure, quand j'avais parlé de l'écart type, je l'avais noté sigma. Donc je peux noter sigma ou bien S, c'est la même chose. Et le petit x, c'est-à-dire je travaille avec les observations en x, parce que parfois on peut travailler avec plusieurs observations, x1, x2, xn, y1, y2, yn, z1, z2. Donc là, pour faire tout simplement la différence, et pour bien montrer que nous sommes en train de travailler avec les valeurs en x. Alors c'est un coefficient qui est compris entre moins 1 et 1. Et là, vous avez l'interprétation de ce coefficient. Donc si jamais le delta est égal à 0, ça veut dire que la moyenne arithmétique est égale à la médiane. On peut dire qu'il y a une sorte de symétrie, c'est-à-dire à partir du graphe que vous avez, on peut dire qu'il y a un axe de symétrie, c'est-à-dire la courbe est presque symétrique. Si le delta est négatif, donc négatif, ça veut dire que la médiane est plus grande que la moyenne arithmétique. Donc ça veut dire que la courbe que vous avez, ou bien la représentation graphique, est étalée à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire étalée? C'est-à-dire elle est aplatie à gauche, après elle va augmenter pour nous donner une bosse à droite. Si la courbe va s'aplatir pour nous donner un étalement, c'est-à-dire une région plate à droite. Voilà, c'est pour le cas du coefficient de symétrie ou d'asymétrie de Pearson. Pour Joule, donc là, si vous regardez, on n'utilise plus de mode pour Joule. Alors Joule, il va utiliser tout simplement les quartiles. Donc il va utiliser Q1, Q2 qui est la médiane, et Q3. Alors Joule, il nous dit, voilà, ce coefficient, je le note par Q, c'est Q3, le troisième quartile, plus le premier quartile, moins 2 fois la médiane, divisé par Q3 moins Q1. Donc si Q est égal à 0, ça veut dire qu'il y a une série, c'est la symétrie est parfaite. Si jamais le Q est négatif, c'est-à-dire il est étalé à gauche, si Q est positif, ça veut dire c'est étalé à droite avec une bosse à gauche. Voilà tout simplement deux coefficients donnés par deux statisticiens ou mathématiciens Pearson et Joule qui nous permettent, pour des valeurs numériques que nous sommes en train d'étudier, de voir est-ce qu'il y a une symétrie ou il n'y a pas de symétrie.
Donc s'il y a une symétrie, c'est-à-dire on a l'impression, c'est-à-dire à travers le graphique, de dire que le graphe est symétrique avec un axe de symétrie qui partage la courbe en deux. Sinon, soit qu'il y a une bosse à droite, soit qu'il y a une bosse à gauche. Voilà la signification du coefficient de symétrie ou d'asymétrie. Maintenant, il y a un autre coefficient, toujours pour les paramètres de forme, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'aplatissement. J'ai déjà évoqué le cas de la loi normale, en vous disant que la loi normale, c'est-à-dire, si on essaie de la représenter, on a une courbe sous la forme d'une cloche, c'est-à-dire c'est une courbe qui possède un axe de symétrie, mais après elle va descendre vers l'axe des abscisses, donc elle va s'étaler. Et on sait très bien, c'est-à-dire au moment où je vais vous parler de ça, au moment où je vais parler des lois de probabilité usuelles classiques dans les chapitres suivants, et on va parler de la loi normale. La loi normale, c'est une loi qui est très utilisée dans la pratique, et elle va descendre vers l'axe des abscisses, c'est-à-dire à partir déjà, donc elle est symétrique, par l'axe qui passe par 0. Si je travaille dans un repère orthogonal, perpendiculaire, donc comme ça, vous avez une bosse avec une bosse, et l'axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées. Après, elle va descendre vers l'axe des abscisses, c'est-à-dire déjà à gauche de 0, elle va descendre vers 0 à partir de moins 3, et à droite de 0, elle va descendre vers 0 à partir de la valeur 3. Alors maintenant, si je travaille avec le côté numérique, comment il faut comparer ce que nous avons avec cette distribution? Alors, il y a un coefficient de Fisher ici qui nous dit, je vais prendre le coefficient M4 sur S4. Alors, M4, c'est, voilà sa formule pour le calculer, c'est-à-dire 1 sur n xi moins x bar à la puissance 4. Ça, c'est ce qu'on appelle la moyenne d'ordre 4. Donc, si je prends la moyenne d'ordre 1, c'est tout simplement, ça va me donner 0. Si je prends la moyenne d'ordre 2, ça va me donner la variance. Et là, je travaille avec la moyenne d'ordre 4, parce que je travaille avec la puissance 4e. Le S, c'est l'écart type à la puissance 4. Maintenant, je compare par rapport à la valeur 3. Si la constante A est égale à 3, donc on peut dire que notre courbe est normale, centrée, réduite. C'est-à-dire qu'elle est centrée et réduite. Si A est supérieur à 3, la concentration des valeurs de la série autour de la moyenne sont fortes. Donc ça veut dire qu'il n'est pas aplati. Et A inférieur à 3 n'est pas aplati. Donc là, je vais vous donner une explication sur. Donc ça, c'est la représentation graphique concernant le delta pour la symétrie. Donc tout à l'heure, j'ai dit donc le delta est égal à 0. Il y a une symétrie. Donc là, vous voyez qu'il y a une bosse au milieu. Si delta est positif, c'est étalé ici à droite avec une bosse à gauche. Et si delta est négatif, donc c'est étalé à gauche avec une bosse à droite. Donc ça, c'est pour le coefficient pour la symétrie. Maintenant, pour le coefficient d'aplatissement, voilà. C'est ce qui est en gris, tout simplement, c'est la loi normale. Et on essaie de comparer, c'est-à-dire la représentation graphique que nous possédons par rapport à cette loi normale. C'est ce qu'on appelle tout simplement, c'est un terme tout simplement latin, on dit qu'il est mésocurtique. Maintenant, regardez ça. Donc si vous regardez la bosse, ici la courbe qui est plus grande que la mésocurtique, vous voyez qu'il va descendre plus vite. Donc là, vous voyez, il est très aplati. Donc il est beaucoup plus aplati, c'est-à-dire il va descendre vers 0 avant la loi normale, parce que la loi normale, il reste supérieure. Après, il y a la platicurtique, donc là c'est la platicurtique, il est plus large, il va descendre après vers 0, c'est-à-dire il va dépasser la valeur 3 pour descendre. Donc là, vous voyez, donc là c'est tout simplement ce que je viens de vous donner pour le paramètre à calculer, qui est là, soit que c'est égal à 0, soit que c'est supérieur à 3, donc la courbe reste plus, il va descendre vers 0, mais c'est-à-dire après la valeur 3, ou bien ici, il va descendre vers 0 avant la valeur 3.
lorsque le A est inférieur à 3. Et ça nous donne tout simplement les formes qui sont là. Donc là, si vous regardez, pour une loi très connue, statistiquement, la loi normale sont très réduite, gamma 2 est égal à ça. Donc la courbe de la distribution, donc là, je l'ai appelé gamma 2. Donc là, je l'ai appelé A, mais normalement, c'est le gamma 2 ou bien c'est le A. Le gamma 2, pardon. Le gamma 2 est égal à 0. Le gamma 2, ce n'est rien d'autre que A-3. A-3, c'est-à-dire, je fais la comparaison par rapport à 3. Si le gamma 2 est égal à 0, ça veut dire que GA est égal à 3. Si par contre cette quantité, la courbe de la distribution est moins plate et elle est leptocurtique, c'est-à-dire leptocurtique elle est plus grande ici, et si elle est beaucoup plus plate que la distribution normale, elle est platicurtique. Voilà donc tout simplement la représentation graphique concernant ça, ces trois paramètres. Donc là, on peut terminer tout simplement le côté statistique ou la partie de la statistique descriptive univariée. Univariée, c'est-à-dire jusqu'à présent, j'ai tout simplement des valeurs numériques uniques, c'est-à-dire quand j'observe sur une population, j'ai une population statistique sur laquelle j'ai fait l'étude d'un caractère, sur chaque individu, j'ai une seule valeur numérique. Maintenant, on va faire, donc pour la prochaine fois, on va vous donner tout simplement le caractère, c'est-à-dire lorsqu'on travaille dans le cas bivarié. Et bivarié, c'est-à-dire on travaille avec deux variables. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire sur l'individu observé, au lieu d'observer une seule valeur, on va observer deux valeurs. Par exemple, la taille et le poids. Donc ça, on aura tout simplement pour chaque observation dans ce cas-là sera sous la forme d'un couple. Donc ça, c'est ce qu'on appellera, ça va nous ramener vers l'étude. Tout simplement, on va parler au début des variables statistiques quantitatives, c'est-à-dire on va travailler tout simplement avec des quantités, et les quantités, c'est-à-dire on va traiter le cas des variables, des valeurs numériques. Voilà, donc ça c'est tout simplement, ça va être pour la prochaine